Sur la mémoire du génocide cambodgien, déjà, je pense que c'est une question qui se pose en fonction des générations, en fonction de si on a été contemporain de 75. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai réalisé mon premier long métrage qui s'appelle Le Sommet d'Or, qui sera montré dans le programme, qui est un documentaire sur l'âge d'or du cinéma cambodgien avant les Khmers rouges des années 60-70. Et au moment, comme j'évoque, c'est pas c'est pas un documentaire historique au sens où je raconte pas l'histoire dans le détail, ça s'intéresse surtout à la mémoire du cinéma, mais il fallait donner souvent, comme on fait, des cartons historiques au début. Et il y a eu beaucoup de débats à l'époque, donc quand je montais le film, c'était en 2011, parce que soit j'en donnais pas assez, et certains des spectateurs qui regardaient le film en projo-test ne comprenaient rien parce qu'ils n'avaient pas le contexte, ils connaissaient pas du tout le génocide cambodgien, en tout cas pas dans le détail, et certains, quand je mettais trop de cartons, le prenaient mal en disant mais tu me prends pour des idiots, on sait bien ce que ça. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait un gap générationnel, puisqu'en fait, ceux qui me disaient on connaît bien ce que c'est qu'en fait, ils avaient 20 ans en 75 ou 15 ans en 75 et qu'ils avaient suivi les actualités. Donc, je pense qu'il y a déjà un gap générationnel entre ceux qui ont vécu et ceux qui ont été contemporains. Mais je parle là des gens en France, évidemment, pour moi, j'en s'en rappelle. Mais même aujourd'hui, on peut le dire, ça fait 50 ans. Le souvenir, la connaissance du génocide cambodgien, de ce qui s'est exactement passé, est très lacunaire. Il y a beaucoup d'ignorance et je pense qu'effectivement, c'était un moment à ne pas manquer, ce 50e anniversaire de commémoration du 17 avril, de cette date clé dans l'histoire du Cambodge. Et ça me semble très important de remettre en lumière l'histoire, ce qu'il s'est passé, de mettre en lumière les œuvres, les films qui ont parlé de ça. Je pense que l'initiative de faire un programme de films dédié à la mémoire du génocide cambodgien, mais aussi au Cambodge contemporain, c'est quelque chose de très important à pouvoir partager aujourd'hui. Un public français qui souvent ne saura pas bien ce que c'est, mais aussi un public, je pense, d'origine cambodgienne, et je les espère nombreux aussi pendant le programme, qui même quand on est d'origine cambodgienne ou même quand on est au Cambodge, il y a toujours des parts de cette histoire qui nous sont méconnues, et justement des artistes, notamment Ritipan, qui a consacré toute sa carrière sur ses films, sur cette période de l'histoire, tous ces films sur la période de l'histoire, ont œuvré pour mettre en lumière beaucoup de choses, et je pense que ça va être un moment important aussi pour tout d'un coup avoir ce moment, ces quelques semaines, de replonger la tête dans cette histoire, dans ces années, et de mieux la comprendre. Je trouve formidable dans ce qui va être proposé au Forum des images qu'il puisse y avoir une telle programmation pléthorique pour moi de films qui ont attrait au Cambodge. Le fait qu'il puisse y avoir autant de films de l'œuvre de Ritipan, je trouve ça vraiment formidable parce qu'en fait, je pense que les gens connaissent ces films les plus connus, ou en tout cas les jeunes gens d'aujourd'hui ont vu, j'en suis sûr, de Missing Picture, L'image manquante, S21, La machine de mort Khmer rouge. Mais en fait, il a dédié toute son œuvre au Cambodge, pas uniquement de l'histoire des Khmer rouges, mais aussi au Cambodge contemporain, mais aussi à mettre en lumière la vérité de ce qu'a été le génocide. Et je pense qu'il y a avoir une rétrospective de son travail et qu'un public jeune et moins jeune, français, franco-cambodgien, asiatique, non asiatique, puisse voir ça sur un temps resserré, va être un moment très important. Mais je suis aussi très content qu'on puisse montrer aussi les voix de cinéastes cambodgiens de ma génération, qui sont souvent nés en France et qui ont fait des films qui ont un rapport avec le Cambodge. C'est Denis Do avec Funan, c'est Guillaume Sion avec qui on a collaboré sur le film qui va être montré, Le goût du secret, qui lui aussi a été formé par Ritipan au Cambodge. C'est Jean-Baptiste Fou qui vit aussi ici à Phnom Penh, c'est Jenny Teng que je connais depuis longtemps. Et en fait, c'est toute une génération de cinéastes cambodgiens à peu près du même âge que le mien, et qu'on puisse montrer comme ça avec des cinématographies très différentes et mais qu'on tous ont travaillé la question aussi du passé. Je pense que là, c'est vraiment, ça n'a jamais arrivé en fait, qu'on puisse montrer tous ces films-là au même moment, qu'ils puissent être réunis et qu'on puisse discuter ensemble. Donc, je suis très très reconnaissant en fait au Forum des images, à Mylène Dreyfus, à Soko Faye et à Pierre Bayard d'avoir ensemble monté un tel programme, d'avoir réussi à prendre ce temps en fait d'échange. Et donc, je suis très excité par ça. Il y a aussi Adrien Genoudet, en fait, sur lequel j'ai travaillé, dont j'ai produit le film Quinzaine claire, qui est donc lui pas cambodgien, mais cinéaste, historien et écrivain, et qui a fait un film sur l'art et la mémoire du génocide, qui pour moi est un film aussi exemplaire et qui touche sur des questions esthétiques rarement abordées. Donc, que tous ces films-là puissent être montrés en même temps, c'est vraiment génial. Le premier film que j'ai vu de Ritipan, c'était, je le connaissais pas évidemment, c'était à Paris en tant que cinéphile, et c'était au moment où est sorti Les artistes du théâtre brûlé, son documentaire sur les artistes du théâtre
national cambodgien. Et en fait, j'avais jamais vu de film cambodgien avant ce film-là. Et j'ai une histoire particulière où mes parents sont partis en France assez jeunes, à 16 et 19 ans, en 73, pour étudier dans l'idée de revenir ensuite au Cambodge. Et ils ne sont jamais revenus parce qu'en 75, ils n'ont plus une nouvelle de leur famille et que 4 ans plus tard, comme tous les Cambodgiens qui ont eu la chance d'être à l'étranger, ils ont essayé de chercher et ils se sont rendus compte qu'on ne trouvait pratiquement aucune trace de leur famille. Et donc, ils ont compris qu'ils étaient tous décédés. Donc, ils ne sont jamais retournés. En tout cas, ils ont fait leur vie en France. Et donc, à cause de ça, j'ai été très peu baigné dans un environnement cambodgien. Ils avaient aussi choisi de ne pas nous mettre dans une communauté cambodgienne. Donc, j'ai grandi à Lyon dans un environnement très non asiatique, en banlieue lyonnaise. Et donc, du coup, je ne parlais pas la langue. Je connaissais peu la culture. Et donc, de voir le film de Riti à ce moment-là, j'ai le souvenir d'un glissement très étrange où j'ai eu l'impression d'être tout d'un coup en connexion avec quelque chose qui m'était très familier et étranger à la fois. Et parce que c'était une langue que je parlais pas, mais que j'avais entendu quand même, étant enfant, avec mes parents qui se parlaient en khmer entre eux, parlaient à certains membres de ma famille. Et j'ai eu l'impression tout d'un coup que c'était ma famille sur l'écran, quelque chose de très. Et ça m'a. Et je pense que ça a joué un rôle. Alors je sais plus c'était quelle année, je pensais après S21, donc vers les années 2005-2006, peut-être un peu après. Et je pense que ça a joué un rôle dans un premier rappel vers le pays, puisque moi j'avais jamais mis les pieds au Cambodge. Et puis on s'est rencontrés ensuite avant que j'aille au Cambodge, à Paris, puis ensuite quand j'ai commencé à y travailler. Et moi, j'ai un immense respect pour tout ce qu'il a fait. Je pense pas qu'on puisse nous comparer. Je pense que, en fait, il a été un précurseur pour tous les cinéastes cambodgiens et d'origine cambodgienne, hein, d'avoir été celui après le génocide et après la guerre, à être retourné, puisqu'il a étudié en France, à être retourné au Cambodge, d'avoir posé sa caméra et d'avoir inlassablement essayé de filmer à la fois le Cambodge d'aujourd'hui, le Cambodge du passé, et d'avoir creusé dans le passé pour essayer de déceler des vérités. Et je pense qu'il a ouvert la voie pour tous les cinéastes cambodgiens qui font des films aujourd'hui, donc je me sens complètement en reconnaissance de ça, quoi. Et donc on a collaboré ensemble avec Ritchie sur Le Sommet d'Or, qui était mon premier film, où il était l'un des coproducteurs. Et donc à l'époque, on passait surtout le week-end, je lui montrais les rushs du film le week-end et il les commentait. Alors il a souvent l'habitude d'avoir des jeunes cinéastes sous son aile. Il fait aussi pas mal d'ateliers, en tout cas il en faisait beaucoup. Et donc du coup il est assez dur en fait avec les jeunes. Donc j'avais 26, 27 ans je pense à l'époque. Donc il était assez critique sur les rushs, mais c'était assez à la fois de bonne guerre et c'était intéressant aussi comme formation. Et on a collaboré ensuite sur un festival qui s'appelle Memory, un festival de patrimoine de films organisé par Séverine Weimar et Gilles Duval et Ritipan. Et j'avais participé à ça en 2013, donc on avait aussi travaillé étroitement ensemble sur ce projet-là. En fait, mon grand-père maternel s'appelait Van Chan, je ne l'ai jamais connu. Et il se trouve qu'il était un producteur, et pas seulement un producteur de cinéma au Cambodge, mais l'un des producteurs les plus prolifiques en nombre de films produits. Donc ça, c'est un rapport direct avec le film que j'ai fait, Le Sommeil d'Or, où je raconte, ou en tout cas, je filme l'histoire du cinéma cambodgien avant les Khmers rouges, qui a commencé très tard en 1960 et qui s'est arrêté brutalement, comme tout en fait, dans le pays en 75, quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir. Et donc en 15 ans, une génération nouvelle de cinéastes, producteurs, acteurs, musiciens ont commencé à produire des films et ça a été un grand succès populaire. Et mon grand-père a fait partie de cette histoire, il en a été une partie importante, mais je ne l'ai jamais connu. Il est mort en 1969, donc même avant le coup d'État et avant le régime Khmer Rouge. Et je ne connaissais pas grand-chose de lui avant de mettre les pieds au Cambodge pour la première fois en 2008, d'y vivre pendant 1 an et demi en 2009 et de faire une recherche au départ sur ce que je pensais être potentiellement un documentaire sur lui. En cherchant, voilà, c'est assez classique, le documentaire sur un peu sa famille qu'on n'a pas connue, les racines. Et donc, du coup, je m'étais dit, je vais faire un film sur Van Chan, essayer de trouver des informations sur lui. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an en 2009 et je trouvais pas grand-chose sur lui d'une part, mais surtout, j'ai rencontré des survivants de ce cinéma-là, qui étaient 3 cinéastes, Lee Bunim, Liu Sring, Yvon M, malheureusement tous décédés aujourd'hui. Donc, je vous parle d'une histoire qui est 2009-2010. Et une actrice encore vivante qui s'appelle Dee Savette, une légende du cinéma de l'époque. Et tous les 4 me parlaient en des termes laudateurs de mon grand-père, mais très vite, ils se désintéressaient de me raconter des choses sur mon grand-père et ils voulaient me raconter leur histoire à eux. Et j'ai dû
mais c'est ça, hein, le cinéma et notamment le cinéma documentaire, m'adapter et comprendre que le film intéressant, il n'était pas sur mon grand-père, mais il était sur les personnes qui étaient encore vivantes, qui n'avaient jamais eu l'occasion de raconter cette histoire-là et qu'il fallait poser la caméra et s'intéresser à eux et leur histoire. Donc c'est comme ça. Donc ce grand-père, c'est sûr, a joué, Van Chan a joué un rôle, ma grand-mère aussi, qui a été productrice de films après qu'il est mort. Ils ont joué un rôle dans ma présence ici et dans mon travail ici. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis producteur, donc quelque part, le symbole est fort, même si je le vois toujours comme une sorte d'étrange coïncidence. Mais ça a été l'impulsion pour moi de venir ici, c'est clair. La première difficulté que j'ai rencontrée quand je me suis mis, quand j'ai entrepris la réalisation de ce documentaire Le Sommeil d'Or sur l'âge d'or du cinéma cambodgien, en tout cas la naissance. En fait, la naissance, ça a été le début de quelque chose et ça a été interrompu, donc on l'appelle l'âge d'or par commodité, mais c'était juste surtout la naissance du cinéma cambodgien. La principale difficulté que j'ai retrouvée, c'est en fait l'absence de films, l'absence totale de films au Cambodge, de trouver des archives, de trouver des films pour comprendre qu'est-ce qu'était que ce cinéma. Donc c'était la toute première difficulté parce que je suis allé aux archives nationales, je suis allé dans les marchés, je suis allé à Bopana, le centre d'archives le centre de ressources audiovisuelles créé par Etipan. Je suis allé un peu partout et je trouvais pas de traces de ces films. On me disait ils étaient un peu disponibles dans les années 90 en VHS, mais là il n'y avait plus aucune trace. Ça intéressait apparemment plus vraiment les gens à l'époque. Et surtout quand je posais la question aux gens, les jeunes de mon âge, de la vingtaine, ils n'avaient jamais vu ces films, ou alors une fois sur la télé, pareil, au début des années 2000, et les personnes plus âgées les avaient pas revus depuis en fait leur diffusion quand ils avaient été contemporains de ça dans les années 60-70. Donc du coup, il y avait une absence de ces films, et j'étais j'étais très embêté avec la question de est-ce qu'en fait je vais pouvoir raconter une histoire si j'ai aucune image à montrer. Et aussi la grande absence de témoins, ça veut dire que le génocide Khmer Rouge a tué près de 2 millions de personnes en 4 ans de régime, parmi lesquels étaient en haut de la liste des ennemis les artistes, comme on le sait, les intellectuels, les personnes éduquées, les personnes qui étaient au pouvoir avant de la République démocratique, de la République, mais de la NOL, pardon. Mais les artistes, les chanteurs, les acteurs, les personnes connues étaient tous en haut de la liste des ennemis parce que considérés comme pourris par les idées impérialistes de l'impérialisme américain et occidental. Et donc, du coup, il y avait très peu de gens qui pouvaient me parler de ça, qui avaient fait. Et donc, du coup, de trouver ces rares personnes, mais aussi de faire avec l'absence des images. Donc, si je reprends sur l'absence des images, en fait, il y a un moment, il y a eu un déclic pour moi qui était, en fait, l'absence des images va être la base de réflexion presque esthétique du film. Ça veut dire comment prendre à bras-le-corps ce défi posé par l'histoire qui est, il n'y a pas d'image, ok, et ben je vais faire avec cette absence et qu'est-ce que je vais pouvoir filmer. Et en fait, en se posant cette question, j'ai trouvé quoi filmer. Ça veut dire trouver aussi qu'est-ce qui a résisté, comment filmer l'absence, mais aussi comment filmer la présence malgré l'absence physique des films et comment filmer peut-être, ce qui est possiblement une projection de ma part, mais peut-être une réalité aussi, la survivance de ce cinéma-là par autre chose que la matérialité des films, qui était peut-être la mémoire des gens, les témoignages, la mémoire des lieux, la mémoire des musiques, la mémoire aussi des images, puisque malgré l'absence des films et la perte des films, il restait des posters, il restait des affiches de vinyle qui racontaient un peu, qui reprenaient les posters, donc il y avait des choses, il y avait des traces. Donc c'est à partir de ces traces que j'ai construit le film pour essayer de donner à recréer par la force de l'imagination au spectateur, avec toutes ces petites traces mises en scène et mises ensemble, de pouvoir un peu imaginer qu'est-ce qui a pu être le cinéma cambodgien de l'époque. J'avais entre 25 et 28 ans quand je l'ai fait et je connaissais rien du Cambodge avant de venir en 2008 et de me dire tiens, je vais essayer de faire ce film. J'étais pas sûr que je le ferais. J'ai fait une recherche, j'ai écrit un dossier, j'avais créé une boîte de production en France qui a produit le film. On a, avec mon associé producteur, essayé de trouver de l'argent au CNC en France, comme n'importe quel jeune essaie de faire au début, sans avoir de certitude que ça allait marcher. Et on a réussi à unir un peu d'argent avec lequel on a pu faire le film. Donc moi, il y a plusieurs choses que je peux dire par rapport à ça. Le premier truc, je m'étais dit, j'étais pas sûr de pouvoir faire un film. J'étais pas sûr de devenir cinéaste. J'en rêvais, mais j'étais pas sûr d'en avoir le talent. Et je m'étais dit, eh ben, ce film, ce sera un test. On verra si j'arrive à le faire, si ça intéresse des gens. Et après ça, je verrai si je fais autre chose. Je voulais pas faire autre chose que du cinéma, mais je me posais la question d'être producteur parce que j'avais fait des stages en production. Et si ça marchait pas, bah, peut-être que c'était ça, mon destin, être producteur. Et le film
a plutôt marché, en tout cas s'est fait reconnaître, et c'est grâce à ce petit succès du film que le fait qu'il a été vu et que après j'ai pu enchaîner en faisant d'autres. Hein. Mais je pense qu'il a joué un autre rôle pour moi aussi, qui était de me connecter au passé du pays de mes parents, et dans lequel maintenant je vis entre Paris et Phnom Penh. Donc le Cambodge est devenu aussi mon pays, et c'était pas du tout le cas à l'époque. Donc, et ça pour le coup, franchement, je l'avais pas, aussi bizarre que cela puisse paraître rétrospectivement, je ne l'avais pas anticipé à quel point passer 1 an et demi dans le pays où ont grandi vos parents et où sont morts la plupart de votre famille que vous avez jamais connue, de vos grands-parents, dont un grand nombre de mes tantes et oncles, cousins, cousines aussi plus âgés que moi. Comment vivre 1 an et demi là-bas, travailler uniquement sur des questions du passé avec des personnes de l'âge qu'auraient mes grands-parents, mais que je n'ai jamais connus, et donc qui ont joué quelque part, je ne le réalisais pas complètement à l'époque, des espèces de substituts de grands-parents, puisque j'ai jamais, moi, connu aucun de mes grands-parents, donc jamais eu de relation avec des gens qui avaient l'âge de mes grands-parents. Donc tout ça, je pense, psychologiquement, a comblé un manque. Et, et je pense qu'assez naïvement, au moment où j'ai entrepris de faire ce film et ce voyage, je m'étais vraiment dit, je le disais un peu toujours autour de moi, parce que les gens disaient, ils plaquaient un peu un espèce de chemin déjà vu pour moi en disant mais tu fais ton retour aux racines, etc. Et je disais non, non, mais c'est pas exactement ça que je fais. J'ai une idée de film, j'ai une idée de film par rapport à un sujet qui me semble vraiment intéressant et pour lequel j'ai un angle, et je vais faire ce film, et après je reprends ma vie en France, et peut-être que je retournerai plus au Cambodge, mais ce sera comme ça. Et j'y croyais un peu, pas dur comme fer, mais j'y croyais un peu naïvement, et effectivement, les choses ne sont pas passées comme ça. C'est-à-dire que je suis rentré en France pour monter mon film, j'ai repassé 2 ans et demi pour essayer de produire des documentaires là-bas avec ma boîte de prod en France. Et j'ai senti un appel et j'y suis retourné pour là écrire un autre film, une fiction sur la jeunesse cambodgienne contemporaine. Et j'y suis retourné et quelque part j'y suis resté, même si je suis entre les deux pays. Donc ça a joué un rôle aussi très fort, cette première année et demie et ces recherches sur le passé pour me connecter à une sorte que je méconnaissais, de me forcer à me confronter à ce passé, cette histoire. Et là, je parle vachement des années 60-70, mais en fait, c'était impossible de parler des années 60-70 sans parler de ce qui a fait que cette histoire a été détruite, oubliée et assassinée, qui est le régime Khmer Rouge, qui a tout d'un coup fait que cette histoire a été pulvérisée dans l'oubli. Donc, c'était aussi se confronter à cette période-là, parce qu'en fait, on parle du passé du Cambodge, on parle du présent, mais c'est impossible de faire d'esquiver les 4 années du génocide qui ont changé pour toujours l'histoire du pays. Oui, je vois vraiment Diamond Island comme une suite logique du Sommet d'Or. Alors c'est à la fois une suite logique et son opposé. Ça veut dire que le Sommet d'Or, c'était un documentaire sur le passé où j'ai passé 1 an et demi à fréquenter des personnes de plus de 70 ans. Et Diamond Island, c'était une fiction donc écrite par moi sur la jeunesse cambodgienne, en tout cas qui raconte une histoire d'un groupe de jeunes Cambodgiens. Et comme c'est pas mon cas, enfin, j'étais pas, et je ne suis toujours pas un jeune Cambodgien de 18 ans à l'époque où j'ai fait le film en 2015, je me suis vachement imprégné de leurs histoires, et donc j'ai passé aussi beaucoup de temps à faire un casting, à les fréquenter, à en rencontrer, à les interviewer. Donc c'était tout d'un coup une autre réalité. Et je pense que le désir de faire Diamond Island, en réalité, il est né du temps de mes recherches sur le Sommet d'Or, où la tête dans le passé, j'étais en fait quand même immergé dans le présent du Cambodge de 2009-2010. Avoir ces jeunes, en fait, c'est un truc très simple, ça veut dire que le pays, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais de 2009 jusqu'à 2020, c'était un énorme, enfin, le pays, surtout Phnom Penh, sa capitale, c'était un chantier à ciel ouvert où, en fait, on voyait tous les 3 mois, des nouveaux buildings poussaient hors de terre. Et donc, du coup, il y avait des milliers, des milliers et des milliers de jeunes Cambodgiens, donc c'est l'histoire du film, qui partaient des campagnes parce que le boulot à faire, c'était travailler sur des chantiers de ce Phnom Penh moderne, ou alors travailler dans des usines. Et donc, c'est en fait une réalité qu'on voit vraiment tous les jours quand on se balade dans les rues de Phnom Penh. On voit ces jeunes dans les chantiers parce qu'ils sont juste là, dans la rue, et on les voit sortir des chantiers. Et en même temps, on ne connaît pas leur histoire. On voit juste leur présence physique assez forte parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont un charisme très fort, qui ont la peau aussi très foncée parce qu'ils sont brûlés par le soleil tous les jours. Et souvent, ils sont dans des habits pas très sécurisés, en tongs sur des chantiers du coup assez dangereux, pas toujours avec des casques de chantier. Donc, il y a ce rapport comme ça physique très fort et très présent, et en même temps une ignorance totale pour qui n'a pas fait des recherches et les a pas
interroger sur quelle est vraiment leur vie. Donc, je pense qu'il y avait cette interrogation et ce questionnement que j'avais en 2009 et qui ensuite s'est concrétisé sur un projet quand j'ai voulu faire ce film et que je me suis un peu immergé dans la question. Et donc me plonger dans ça, c'était effectivement pour moi presque une suite logique du Sommet d'Or qui était en fait raconter aussi qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le Cambodge contemporain, la réalité de ça, qui pour moi participe aussi, et là c'est intéressant parce on va commémorer les 50 ans du 17 avril 1975, donc ce qui a encore une fois précipité le pays dans le chaos, dans les ténèbres et dans l'horreur. Et de fait, si le génocide est mal connu, et c'est une tristesse, et j'espère que l'événement au Forum des images va aider à mettre de la lumière sur ce qui s'est passé, l'image du Cambodge hors du Cambodge, souvent, se résume quand même au génocide, même s'il est mal connu. Donc c'est un paradoxe. Mais en fait, du Cambodge, souvent, les images qu'on a, en tout cas dans l'imaginaire collectif, c'est les temples d'Angkor, le génocide cambodgien avec les images, soit on a vu les Killing Fields, la déchirure de Roland Joffé, ou soit on a l'image qu'on voit à chaque fois dans les news de ce qu'on voit dans les Killing Fields à Chung Ek, aux alentours de Phnom Penh, qui sont tous l'amoncellement de crânes, espèce de monuments, je dirais horribles quand même, qu'ils ont créé avec les crânes de personnes exterminées là-bas qu'on a retrouvés. Ou alors des images de très grande pauvreté ou les mines antipersonnelles. Enfin, voilà, c'est les images qu'on a quand même de l'imaginaire collectif au Cambodge. Donc je pense que l'art, notamment l'art visuel, le cinéma, au premier rang desquels le cinéma, ont aussi pour très grande capacité de nous offrir d'autres réalités, d'autres visions, de montrer d'autres possibles vision de la réalité. Et donc, du coup, s'intéresser à ce qui s'est passé avant les Khmers rouges, soit cette histoire aussi très mal connue de l'essor en fait culturel qu'il y a pu avoir dans les années 60, notamment sous l'impulsion ce qu'on appelle le Sangkum Nerium, au moment où le Norodom Sihanouk était au pouvoir, et ce qui se passe aujourd'hui, et quelles sont les images d'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est toujours intéressant de travailler une complexité des représentations des choses, dans ce cas-là du Cambodge. Anti-Archive, c'est une société, mais en vérité, c'est presque un collectif de cinéastes et de producteurs, cambodgiens pour la plupart, mais certains qui viennent aussi de l'étranger, comme moi qui suis né en France, qui suis franco-cambodgien, mais aussi d'autres qui sont américano-taïwanais ou coréens, et d'autres qui sont nés au Cambodge et principalement après le génocide, donc la génération un peu née vers la fin des années 80 jusqu'au mi-temps des années 90, qui sont nés dans les décombres des Khmers rouges et qui ont commencé à s'intéresser aux images. Et donc, pour moi, c'était l'idée avec donc les personnes avec qui j'ai créé cette société-là, donc Avit Chining, le cinéaste cambodgien. On l'a créé il y a 10 ans exactement, en 2014-2015. C'était avoir une sorte de maison où accueillir des cinéastes, notamment cambodgiens, qui avaient envie de raconter des histoires, leurs histoires. Et notamment créer d'autres, comme je disais tout à l'heure, des histoires aussi, d'autres images du Cambodge, de produire ces images-là, que ce soit des images personnelles, que ce soit très clairement aussi des images, c'est des films d'auteurs, c'est souvent des auteurs qui travaillent avec nous, ça veut dire des personnes qui vont vraiment essayer de produire quelque chose d'intime, quelque chose de personnel, leur vision à eux, quelque chose qu'ils ont à dire sur à la fois le pays, la société, les individus qui les entourent, ou même des expressions personnelles. Et le premier cinéaste, notamment avec qui on a travaillé, c'est Avit Chining, dont j'ai produit les premiers courts-métrages de fiction. C'est un cinéaste qui est né en 87 ou 88, Avit. Il a été formé en fait par Itipan, qui l'a pris sous son aile et qui a produit plusieurs de ses documentaires qui sont vraiment très très beaux. Et puis après, quand on a créé ensemble Anti-Archive avec Avit, il a voulu faire de la fiction, et il a fait de la fiction, et notamment son premier film qui s'appelle Free Wheels, qui est un peu basé sur l'histoire de ses parents. Ça raconte l'histoire d'un chauffeur de tuk-tuk qui en fait réalise qu'il partage rien avec sa femme, et il lui propose de se séparer, et elle accepte tout de suite, parce qu'en fait on comprend qu'ils ont été mariés de force pendant les Khmers rouges, comme ça se passait, et que du coup l'amour c'est pas quelque chose qui les réunit, et donc ils prennent conscience de ça et ils décident de se séparer presque en toute amitié à la fin du film. Et donc moi ça raconte déjà quelque chose sur le cinéma qu'on fait. Ça veut dire que c'est un cinéma
à la fois contemporain, qui racontait vraiment les deux pieds dans le présent, qui racontait vraiment, on voyait vraiment la réalité du Cambodge quand il l'a tourné en 2015. Et notamment, ça a été tourné en partie dans le White Building, qui a été un peu le lieu obsession de Kavich pendant tous ses films jusqu'à sa destruction en 2017, je y reviendrai. Et en même temps, ça a un lien avec le passé. C'est impossible de filmer le présent sans que le passé s'infiltre quelque part, presque par la fenêtre. Et ici, le contre-champ presque, qui n'est raconté qu'à la fin, mais qu'on peut deviner si on a une connaissance du Cambodge et qu'on peut revoir le film à l'aune de ce qu'on lit à la fin dans les cartons finaux que met Kavich, c'est que effectivement, ce présent a un lien très fort avec le génocide, puisque tout est lié au fait qu'ils ont été mariés de force pendant les Khmers rouges. Et donc, Anti-Archives, ça a grossi au fur et à mesure. Ça a été de plus en plus de cinéastes qui ont commencé à faire des films et qu'on a accompagnés, et notamment des cinéastes femmes à partir de 2017-2018, qui souvent travaillaient avec nous sur d'autres films, notamment Sotkavich, des longs métrages aussi auxquels on avait participé, comme Dreamland et Turn Left, Turn Right, de Douglas Sock et de Steve Chen. Et sur ces films-là, il y avait pas mal de personnes qui travaillaient en tant qu'assistants réalisatrices ou assistantes de production. Sur mon film Diamond Island aussi, Danek San, par exemple, était assistante de production. Srelin Mir était deuxième assistante, elle m'a vachement aidé sur la direction avec les acteurs. Et en fin 2017, on s'est posé la question d'en fait... on pourrait peut-être créer un projet pour qu'elles puissent peut-être réaliser leur premier film en tant que réalisatrices si elles en avaient le désir. Et évidemment, elles se sont engouffrées dans la proposition, elles se sont emparées de la proposition, elles ont réalisé leur premier court-métrage. Donc c'est là l'un des programmes qu'on montre au Forum des images qui s'appelle Echoes from Tomorrow, les échos de demain, où c'est justement après un crowdfunding, une campagne de financement Internet qu'on avait fait de financement, où des cinéastes comme Danek San, des cinéastes comme Srelin Mir ont pu réaliser leur premier court-métrage qui ont cartonné ensuite en festival, notamment un film comme A Million Years, le premier film de Danek San, a gagné des prix, a été montré sur Arte, et grâce à ça, elle a pu faire un deuxième film, puis là maintenant, elle prépare un long-métrage. Et donc, en fait, ça a impulsé comme ça la possibilité à des nouvelles cinéastes cambodgiennes de raconter leurs histoires. Et alors, encore une fois, c'est une question de représentation, des histoires qu'on n'avait pas, je pense, vraiment vues avant, quoi. On se voit souvent avec Kavich, puisqu'on habite ensemble à Phnom Penh et qu'on a une société ensemble. Mais non, je pense que je suis très admiratif de son travail, parce que mine de rien, c'est un cinéaste qui n'a pas 40 ans et qui a déjà fait un certain nombre de films, documentaires, courts-métrages de fiction, un long-métrage documentaire et un long-métrage de fiction. Donc, quelque part, le fait que pour la première fois, lors d'un même programme à Paris, on puisse montrer son documentaire, Last I Saw You Smiling, qui, pour moi, est un très grand film, très ackermanien, j'allais dire, dans la forme de pure observation comme ça d'un espace, et en même temps d'espèce d'haïku formel où il filme la mémoire. Enfin, c'est vraiment sur la question de la mémoire et sur la question de la mémoire dans l'espace et dans le temps. C'est vraiment pour moi un film absolument formidable qu'il a presque filmé tout seul. Enfin, qu'il a filmé tout seul parce qu'il en est le propre opérateur et qu'il avait juste un ingé son et qu'il a filmé comme ça plusieurs semaines dans le building. Et White Building, qui est son penchant, son pendant fictionnel, qui est l'histoire qu'il a vécue lui-même, de voir son building dans lequel il a grandi toute son enfance et toute son adolescence et qui va être détruit et donc il a dû partir, et de voir les familles impacter leurs affaires pour partir de ce building. C'est pour moi la première fois qu'on montre ce diptyque, et pour moi c'est vraiment un diptyque, enfin un moment important du cinéma contemporain cambodgien que je rapproche moi personnellement de ce qu'a pu être les premiers films de Ritipan, parce qu'en fait les films de Ritipan, les premiers films dans les années 90 où il a fait des fictions qui ont été montrés à Cannes, comme Les gens de la rizière, comme un soir après la guerre, qui sont des films très importants qui ont montré tout d'un coup des images contemporaines du Cambodge après le génocide. Et là, ce que fait Kavich avec Last I Saw You Smiling et White Building, c'est de nous montrer des images contemporaines du Cambodge, de la jeunesse d'aujourd'hui, dans les années 2000. Je peux pas, moi, me comparer à lui, parce que je suis né au Cambodge, donc Diamond Island, les films que je fais au Cambodge, c'est forcément un regard très différent du sien. Et donc, du coup, je suis très heureux, fier et d'accompagner avec Marine Arrigis, donc sa productrice française, les films de Kavich et de les présenter à un public. Donc, de pouvoir avoir ce dialogue entre nous, de deux cinéastes nés dans des pays différents, mais qui ont une pratique similaire aujourd'hui, d'essayer de filmer quelque chose de ce pays, de pouvoir discuter de ça, de pouvoir revenir un peu sur son parcours et de pouvoir parler d'un peu des films qu'on a fait, comme on a commencé à faire des films ensemble. Je suis très content de pouvoir présenter ça et très content de présenter ça à un public français, un public aussi franco-cambodgien, et qu'il puisse y avoir un échange sur ça, parce que je pense que c'est ça qui va pouvoir se passer.